Ce vendredi 19 juin 2020, au Parlement européen, pour faire reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, les députés européens ont voté une résolution symbolique pour reconnaître la traite négrière. Alors que le monde entier s'interroge sur le racisme après la mort de George Floyd aux États-Unis, elle a été adoptée à une majorité de 493 voix pour, 104 voix contre et 67 abstentions. Voici le texte adopté. Je cite. Le Parlement européen invite les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité commis contre les personnes noires et les personnes de couleur, déclare que la traite des esclaves est un crime contre l'humanité et demande que le 2 décembre soit désigné Journée européenne de commémoration de l'abolition de la traite des esclaves, encourage les États membres à inscrire l'histoire des personnes noires et des personnes de couleur dans leur programme scolaire. 493 voix pour, 104 voix contre et 67 abstentions. J'en ai honte à mon humanité. Ce soir, nous parlons de Black Wall Street ou les émeutes raciales de Tulsa Race Riots. Ce texte est tiré de Nofi, première plateforme d'échange d'informations, de réseautage et de réflexion sur le quotidien de la communauté noire. Nofi désigne Noir et Fier. C'est un média pour exposer publiquement la parole noire sur Internet. www.nofi.media. L'émeute raciale de Tulsa, en anglais Tulsa Race Riots, ou massacre de Tulsa, est une émeute ethnique qui se déroula dans le quartier de Greenwood à Tulsa, dans l'Oklahoma, entre le 31 mai et le 1er juin 1921. Une foule d'Américains blancs attaquèrent les habitants et les entreprises de la communauté afro-américaine de Greenwood, dans ce qui est considéré comme l'un des pires déchaînements de violence raciale dans l'histoire des États-Unis. La commission a rendu son rapport final le 21 février 2001. Il est bien entendu à disposition sur simple demande par mail. De 100 à 300 morts, selon le rapport de la commission ad hoc, les émeutes firent en outre 8000 sans-abri en raison des incendies provoqués par les émeutiers. En plus de la documentation minutieuse des causes et des dommages de cette émeute, le rapport a recommandé d'entreprendre des actions pour dédommager la communauté noire. Ils sont ici cités par ordre de priorité. Le dédommagement financier immédiat des survivants, le dédommagement financier immédiat des descendants des survivants, une bourse de scolarité disponible pour tous les étudiants affectés par les émeutes raciales de Tulsa, un mémorial pour le réenterrement des dépouilles des victimes du soulèvement. En juin 2001, l'État fédéral d'Oklahoma a passé une loi intitulée 1921 Tulsa Race Riot Reconciliation Act. Cette loi est parue comme bien moindre vis-à-vis des recommandations de la commission. En 2018, le maire de la ville, J.T. Bynum, a ordonné la reprise des fouilles pour identifier les sites des fosses communes. Le 18 décembre 2019, hier, les archéologues ont annoncé la découverte dans le sol de cavités pouvant abriter, je cite, 100 de corps. Fin de citation. Affaire à suivre. Black Wall Street, ou l'organisation économique des Noirs en Oklahoma. Peu après l'esclavage, le quartier de Greenwood à Tulsa, en Oklahoma, hébergeait l'une des économies noires les plus florissantes de toute l'histoire américaine. Malheureusement, ce que l'on surnomme désormais Black Wall Street fut brûlé au cours des émeutes raciales qui s'y déroulèrent en 1921. En 1906, O.W. Gurley, un jeune et riche entrepreneur afro-américain, s'installe à Tulsa et fait l'acquisition de nombreuses terres. Son objectif ? Vendre uniquement ses biens fonciers à des membres de la communauté noire. Gurley aspirait à faire de ce quartier un refuge pour les Noirs durement oppressés du Mississippi, ainsi qu'une source d'opportunités en matière de business communautaire.
Évidemment, 41 années après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, être noir, accéder à la propriété foncière et s'organiser afin de s'élever économiquement n'était pas chose ordinaire. J.B. Stratford, un autre entrepreneur noir, joua lui aussi un rôle important dans la création de Black Wall Street. Pour lui, le progrès économique de la communauté noire ne pouvait passer que par la mutualisation de ses ressources, la collaboration et le soutien réciproque. Il devint propriétaire de vastes parcelles qu'il revendait, lui aussi exclusivement à des Noirs. Stratford usa également de son sens de l'entrepreneuriat pour faire bâtir l'hôtel Stratford sur Greenwood, où les Noirs ne subissaient pas la négrophobie des lois Jim Crow. La genèse de cette enclave noire indépendante fut donc une initiative orientée vers l'accession à un leadership auto-entrepreneurial et communautaire. L'épine dorsale de Black Wall Street était l'avenue Greenwood. Contrairement à d'autres rues et avenues de Tulsa qui traversaient à la fois les quartiers blancs et noirs, l'avenue Greenwood desservait essentiellement la communauté noire. L'extrémité sud de l'avenue Greenwood ainsi que les rues adjacentes abritait l'élite commerciale noire. Surnommé Deep Greenwood, ce pâté de maisons de plusieurs immeubles en briques rouges abritait des dizaines d'entreprises. Aux abords du quartier des affaires, de nombreux Afro-Américains possédaient des terres agricoles. Certains d'entre eux se lancèrent même dans l'industrie pétrolière. À son apogée, Black Wall Street se composait de 15 épiceries, 4 cinémas, 2 journaux, 4 pharmacies, une bibliothèque, un service d'ambulance, des salons funéraires, un hôpital, 4 salons de piment, des boîtes de nuit et 13 églises. La communauté, forte de plus de 10 000 habitants, avait aussi ses propres avocats, médecins et dentistes. L'argent n'était pas jeté par les fenêtres, ni dilapidé à tort et à travers. Bien au contraire, il n'était pas rare que les dollars ne circulent des dizaines de fois dans des mains noires avant de passer entre d'autres mains. Un seul dollar pouvait rester à Black Wall Street près d'1 an avant de quitter la communauté. À en croire la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, de nos jours aux États-Unis, $1 resterait dans les communautés asiatiques 1 mois, 20 jours dans les communautés juives et seulement 6 heures dans la communauté noire. Les communautés qui réussissent dépensent leur argent avec les leurs, ce n'est qu'une question de bon sens. La communauté a prospéré jusqu'en juin 1921. C'est à cette période que Black Wall Street fut le théâtre de l'un des massacres les plus sanglants et les plus importants de l'histoire de l'Amérique. Un sombre épisode communément appelé les émeutes raciales de Tulsa. Les sources officielles affirment que l'émeute aurait trouvé son origine dans une rumeur selon laquelle Dick Rowland, un homme noir, aurait violé Sarah Page, une jeune opératrice d'ascenseur blanche, dans un immeuble commercial. Des sources plus officieuses invoquent la négrophobie et la jalousie comme principaux motifs de cet incroyable déchaînement de violence sur lequel plane le spectre du Ku Klux Klan. Une foule blanche surexcitée prit les armes et se dirigea vers Black Wall Street. La police locale, qui versait peu dans la négrophilie, ne fit rien pour protéger la composante noire de la population. Au contraire, certains témoins oculaires affirmèrent que les agents se joignirent au lynchage. Rapidement, Black Wall Street fut cerné par cet attroupement d'enragés pleins de ressentiment à l'égard de la réussite de ces Noirs qu'ils haïssaient. Des milliers de Blancs ont déferlé vers Black Wall Street, tuant hommes et femmes noirs, brûlant et pillant leurs magasins et leurs maisons. L'expédition punitive fit environ 3000 victimes noires et la quasi-totalité des habitants de la zone se retrouvèrent sans abri. Les autorités de la ville de Tulsa
étaient de connivence avec la foule raciste et interpellèrent plus de 6000 résidents noirs. Les dégâts matériels s'élevèrent à plus de 1,5 million de dollars en biens immobiliers et à 750 000 dollars en biens personnels. Nombreux furent les témoins à avoir affirmé que les gardes nationaux firent feu à la mitrailleuse sur les Noirs et même qu'un avion avait largué des bâtons de dynamite. Un compte rendu d'un témoin oculaire découvert en 2015 relate d'ailleurs la surveillance d'une douzaine d'avions privés déposant des boules de térébenthine sur les toits de Black Wall Street. Plusieurs groupes de Noirs tentèrent bien évidemment de défendre leur famille et leur communauté. Ils prirent donc les armes, mais furent submergés par le nombre de Blancs armés. Certains d'entre eux trouvèrent la mort en s'efforçant d'éteindre les flammes. De nombreuses familles prirent la fuite cependant, beaucoup furent piégés par l'incendie. S'en fut terminé de l'une des concentrations les plus importantes d'entreprises afro-américaines aux États-Unis au début du XXe siècle. Cet épisode oublié de l'histoire insiste sur le caractère essentiel de la mise en commun des ressources économiques dans le processus d'autodétermination des Noirs. Par ailleurs, il rappelle qu'aux États-Unis, même jusqu'à et sous le pouvoir de Barack Obama, chaque initiative ou tentative d'élévation communautaire fut entravée par la haine et la crainte des institutions de voir voler en éclats un état de fait plutôt accommodant.